Voici la première partie. Tout a commencé par une nuit maussade, lorsqu'une voiture cabossée fut découverte dans une ruelle oubliée d'une grande ville américaine, réputée pour ses secrets opaques. Dans le coffre reposait le corps d'un homme distingué, vêtu d'un costume coûteux, dont la dépouille trahissait une faim violente. Les rares indices sur les lieux étaient aussi glaçants qu'intrigants. Des traces de drogue dispersées sur ses doigts, et un silence inquiétant, évoquant les zones les plus sombres du labyrinthe urbain. Le détective Alex Mercer, un vétéran dont l'intuition s'était forgée au fil des années passées au service, fut immédiatement happé par ce mystère en expansion. Chaque élément de l'enquête laissait deviner une double vie, des alliances cachées, et Mercer comprit qu'il était face à une énigme dans laquelle rien n'était ce qu'il semblait. Ce qui attira d'abord l'attention fut un disque numéroté glissé dans la radio de la voiture, portant une inscription énigmatique. Il s'agissait d'un enregistrement d'un groupe de jeunes locaux, dont les sciures sonores renfermaient des secrets qui allaient plonger Mercer dans un univers mêlant musique, vol et trahison. Les investigations menèrent rapidement au musicien Darren Collins, un personnage notoire qui avoua s'être introduit dans un véhicule la nuit fatidique, tout en niant énergiquement toute implication dans le meurtre et affirmant n'avoir même pas jeté un regard sur le coffre renfermant ses preuves macabres. Alors que Mercer s'engageait plus avant dans les méandres de l'affaire, une toile énigmatique se dessinait. Une voiture de luxe, un véhicule dérobé à partir d'un modeste restaurant routier et des murmures relatifs à un monde souterrain où la drogue et la trahison faisaient office de monnaie d'échange. Au fur et à mesure que l'affaire prenait de l'ampleur, un voile d'ombre enveloppa chacun des suspects. Au cœur de la contradiction entre éléments de preuve accrus et témoignages dissonants, un rebondissement inattendu se produisit. Au moment où Mercer resserrait l'étau autour de son principal suspect, une figure insaisissable liée aux affaires les plus obscures de la ville, celui-ci fut retrouvé mort, ne laissant derrière lui qu'un sillage de questions sans réponse et une traînée de sang. Le détective ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il ne s'agissait pas d'un crime ordinaire, mais bien d'un leurre délibéré, un faux chemin destiné à dérouter même l'enquêteur le plus aguerri. Chaque regard jeté sur la scène abandonnée, chaque fragment de preuve exhumé au cœur de cette décadence urbaine, semblait murmurer l'existence d'une conspiration plus vaste, un jeu dangereux orchestré par des hommes n'ayant plus rien à perdre. Dans sa quête de réponse, Mercer se retrouva bientôt plongé dans l'atmosphère tamisée d'un petit restaurant routier. Cet humble établissement où, disait-on, le véhicule dérobé avait trouvé refuge pour la première fois. Une séquence floue d'un enregistrement de vidéosurveillance, capturé durant cette même nuit, montrait fugacement le reflet de la victime, main tendue vers un téléphone dont l'écran illuminé affichait un numéro qui allait s'avérer décisif. Ce détail, présent dans l'ombre d'un instant fugace, suggérait l'existence d'une identité dissimulée, celle d'un homme dont le passé semblait imbibé des mystères propres au bas-fond de la ville. Chaque nouvel indice, chaque fragment déniché dans les méandres de l'enquête, faisait ressurgir, tel un écho lointain, l'impression d'un récit digne des meilleurs films noirs, où trahison et vengeance se livraient une lutte sans merci. L'équipe de Mercer fouilla minutieusement, explorant les débris laissés derrière l'établissement, et finit par mettre au jour deux objets qui allaient bientôt devenir le cœur battant de l'investigation. Une batte de baseball robuste et usée, témoin muet d'un affrontement cruel, et une mallette noire cabossée, à moitié dissimulée par la végétation touffue aux abords du restaurant. Les analyses médico-légales de cette mallette mirent rapidement en lumière des empreintes digitales correspondant à celles d'un petit criminel du nom d'Edward Adams, réputé pour naviguer dans les marges de la loi avec une audace dangereuse. Cependant, lorsqu'enfin Mercer tenta de questionner Adams, il se heurta à la nouvelle funeste que le coursier avait déjà payée de sa vie, son cadavre ayant été découvert ultérieurement dans le coffre de la voiture de sa petite amie. La disparition d'Adams ne fit qu'alimenter le feu des interrogations, laissant Mercer méditer sur les mains invisibles qui tiraient les ficelles de ce drame. Tandis que le tableau se complexifiait, de nouvelles pièces du puzzle émergèrent des recoins oubliés de la ville. Rumeurs persistantes faisaient état d'un réseau clandestin de coursiers de drogue, un échange occulte où des secrets dangereux se transmettaient avec la discrétion de murmures dans de sombres ruelles. Il fut révélé qu'Edward Adams avait été chargé de livrer une mystérieuse mallette pour le compte d'un fournisseur de stupéfiants, notoirement connu sous le nom de Griffin. Le chemin sinueux prit une tournure inattendue lorsque l'on apprit que le propriétaire du véhicule volé,
un certain Paul Rogan, avait découvert fortuitement la précieuse mallette. Dans un geste désespéré et trahi par sa propre ambition, Griffin fit irruption sur les lieux et, dans un accès de violence implacable, se saisit de la batte retrouvée près du restaurant pour infliger à Paul Rogan une agonie brutale. Parallèlement, le coursier, Adams, devint lui aussi la proie d'une attaque froide et calculée. Au milieu de ce chaos, une nouvelle voix s'éleva, celle d'une femme dont l'appel désespéré, teinté de douleur, confirmait que son mari, un dévoué coach sportif identifié simplement comme Paul, avait pris une tournure sombre dans sa vie, s'enlisant dans une liaison fatale qui avait conduit à l'assassinat de sa propre compagne par une passion déchaînée, transformée en tragédie. Chaque révélation, chaque indice flottant dans l'obscurité grandissante de cette affaire, brouillait davantage les frontières entre les victimes et leurs agresseurs, forçant Mercer à naviguer entre mensonges, dissimulation et alliances imprévues dans un labyrinthe aux ramifications multiples. Alors que Mercer poursuivait méthodiquement l'assemblage des pièces éparses de cette énigme tordue, les derniers éléments commençaient à dessiner un tableau à la fois dérangeant et révélateur. La voiture volée, le fameux disque numéroté, la mallette dissimulée, autant d'indices qui semblaient converger vers une mise en scène délibérée, destinée à détourner l'attention et à dérouter ceux qui osaient s'aventurer sur ce terrain miné. Les enquêteurs finirent par découvrir que le mystérieux coursier, connu sous le nom d'Edward Adams, avait été chargé de livrer une mallette cruciale pour le compte d'un fournisseur de drogue, simplement appelé Griffin. Au lieu de mener à bien sa mission, Adams avait choisi de dissimuler cet objet derrière sa voiture, scellant ainsi son propre sort dans un enchevêtrement fatal. Le propriétaire du véhicule, ultérieurement identifié dans certains cercles comme Paul Rogers, avait découvert ce chargement inopiné et, emporté par une ambition désespérée, s'était approprié la mallette. Toutefois, cet acte imprévu déclencha une réaction en chaîne, plongeant l'ensemble de l'affaire dans une spirale de violence incontrôlée. Lorsque Griffin fit finalement son apparition, la tension monta d'un cran jusqu'à atteindre un point de rupture. Dans un accès de rage froide et calculée, Griffin s'en prit violemment à Paul Rogers à l'aide de la batte précédemment saisie près du restaurant routier. Au cours de cette altercation brutale, le coursier Edward Adams se trouva, lui aussi, victime de la fureur impitoyable de Griffin. Dans une macabre similitude, les deux hommes furent plus tard découverts cachés dans le coffre de leur propre véhicule, comme pour sceller à jamais le secret de leur destin tragique. Dans un revirement aussi surprenant que déconcertant, Victoria, dont la douleur s'était révélée avec une intensité déchirante à travers un appel désespéré, révéla que son propre mari, autrefois un coach sportif passionné, identifié simplement comme Paul, avait avoué avoir sombré dans une spirale de trahison qui avait ouvert la voie à la cascade d'événements sanglants. L'intrication entre amour, mensonge et meurtre devenait une danse macabre, où chaque personnage oscillait entre le rôle de la victime et celui du bourreau. Chaque trace, chaque murmure émanant des bas-fonds de la ville, poussait Mercer à sonder plus avant une affaire qui dépassait largement les simples faits d'un crime isolé. Il prenait ainsi conscience que cette succession d'indices, les empreintes sur une mallette cabossée, le flash furtif d'un moment capturé par une caméra de surveillance, n'étaient en réalité que des leurres destinées à égarer le regard et à masquer une manœuvre habilement orchestrée. Dans ce labyrinthe de faux semblants et de motifs changeants, les intentions se dérobaient à chaque instant, et Mercer ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur la possibilité d'échapper à l'étreinte corrompue de cet univers urbain. À l'heure où l'enquête se retrouvait à un carrefour marqué par des questions sans réponse et des cicatrices trop profondes pour se refermer, l'ombre de la vérité continuait de planer. Ainsi, le détective fut contraint de se poser une ultime question, aussi poignante que dérangeante. Dans une cité où chaque secret a son prix et où la lumière peine à percer les ténèbres d'une corruption omniprésente, combien d'âmes devront encore être sacrifiées avant que la justice n'illumine enfin ce théâtre de mensonges et de trahison?